du retour au sein de la CEDEAO, comme si au final, ça pouvait durer longtemps, la cohabitation de deux organisations de même type au sein de l'Afrique de l'Ouest, et comme si c'était pas au fond une régression. Une régression, non. Je trouve d'ailleurs que la lecture de Bassirou Diomaye Faye n'est pas très exacte quand il espère encore un retour du Mali, du Niger et du Burkina au sein de la CEDEAO. Si vous avez écouté la conversation de Monsieur Ibrahim Traoré avec Alain Foka en février dernier, il a précisé que c'est de l'histoire ancienne. La CEDEAO, on n'y reviendra pas, et je trouve que la lecture géopolitique exacte de la part de Bassirou Diomaye Faye serait d'acter le fait que soit le Sénégal, tôt ou tard, rejoindra les rangs de l'AES avec lui d'autres pays, soit les choses resteront en l'état, mais la CEDEAO, de mon point de vue, n'a plus d'avenir en matière d'expansion, et donc il aurait été exact de la part de Bassirou Diomaye Faye non pas de considérer, comme le lui a dit Bolet Tinubu, comme le lui a dit Nana Akufo-Addo lors de sa visite au Ghana, de considérer la CEDEAO comme l'entité juste et l'AES comme la bande de renégats. Il aurait été juste de sa part de plutôt se dire: on a maintenant deux blocs qui ont chacun leur idéologie et qui sont chacun convaincus d'être dans le vrai, pour ainsi dire. Il faut noter les circonstances qui ont abouti à la création de l'Alliance des États du Sahel, la charte du Liptako-Gourma du 16 septembre. Ça découle du fait qu'on a l'impression que la CEDEAO est un féodé aux puissances impérialistes, et voilà. Donc, d'une certaine façon, quand on est dans une logique de rupture, comme l'a dit Bassirou Diomaye Faye, je me serais plutôt attendu à ce que les pays de l'AES soient sa première destination pour être conforme avec son discours de rupture, avec son discours d'un champ nouveau, d'une idéologie de panafricanisme, d'une idéologie d'anti-impérialisme. C'est exactement ce que font les pays de l'Alliance des États du Sahel. Après, c'était pertinent qu'il aille en Mauritanie, chez Al-Ghazouani, parce que il y a des clauses, notamment sur le gaz, qui sera co-géré par les deux pays, avec British Petroleum, avec l'américain Cosmos Energy. C'était pertinent qu'il aille en Gambie, parce que c'est une sorte d'enclave, de semi-enclave à l'intérieur du Sénégal. Par contre, la visite au Nigeria, j'ai pu constater, de mon point de vue, les premiers faux pas qui ont été les siens, parce qu'il dit à Bola Tinubu: bon, je vais essayer de les ramener dans l'escarcelle, dans le giron de la CEDEAO. Je crois qu'il n'a pas compris. Il a sous-estimé la détermination de Ibrahim Traoré et des deux autres. Wilfried, au-delà de l'économie, pardon, au-delà de l'idéologie, il y a quand même de l'économie. Et les pays de l'AES n'ont aucune sorte d'ouverture vers la mer. Les pays de l'AES sont liés avec les pays de la CEDEAO par les accords de libre circulation. Il se trouve que les Burkinabés et les Maliens sont très nombreux dans les pays de la CEDEAO. Il y a des questions purement pratiques. On ne divorce pas de son histoire, de sa géographie. Par exemple, on voit le Niger qui exporte son pétrole par le Bénin. C'est des trucs qui vont durer des décennies, parce que structurellement, c'est ainsi. On a l'habitude de dire qu'avant qu'un enfant ne marche ou ne court, il apprend à ramper. Les changements sont toujours douloureux. Vous avez évoqué les points positifs de l'alliance CEDEAO, mais du point de vue des pays de l'alliance des États du Sahel, il y a cette logique d'inféodation et cette absence d'indépendance, cette absence d'autonomie. La CEDEAO, à leurs yeux, c'est la continuité de ce qui était autrefois la France-Afrique sous une autre forme. Mais l'histoire est en train de bouger, donc je pense que le pari peut aussi être pris dans le sens où d'autres pays de la CEDEAO vont enfin accéder à la souveraineté et donc vont pouvoir s'ouvrir à une véritable coopération sans tenir compte des dictats extérieurs. Et je pense que c'est ça le pari. L'intérieur de la CEDEAO, ce n'est, du point de vue d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani, c'est impossible. Et donc l'histoire qui bouge, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il ne faut pas être figé dans le temps. Aujourd'hui, c'est impossible. L'histoire qui bouge, c'est l'AES qui fait converger vers elle, justement, les anciennes nations de la CEDEAO, parce qu'à l'instant T, c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est tout nouveau. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, on ne sait pas si les pays de l'AES vont se dire: on a bien fait de s'émanciper de la tutelle d'une organisation qui, même matériellement, dépendait
capitaux externes. Et aujourd'hui, voilà, on est une véritable organisation créée par nos propres soins, selon nos propres besoins, dans un contexte où on a vu que son ancêtre dans la CEDEAO était à genoux devant. Dans un contexte d'exclusion, c'est pas un choix délibéré, c'est un choix par défaut. Lorsque vous êtes sous sanction, lorsque vous êtes sous sanction de tous vos voisins et que vous êtes par ailleurs en but à des guerres, il faut quand même rappeler là, parce qu'on parle comme si c'était, il y a des guerres, il y a des troubles sécuritaires intenses dans ces pays du Sahel. D'où le sujet, d'ailleurs, d'où le problème, et d'où la reprise en main par les militaires. Tout ça est quand même très lié au problème sécuritaire. La parole à Fabrice. Pour faire peut-être la jonction entre vous, je suis totalement d'accord qu'il ne faut pas être figé dans le temps et que la CEDEAO, dans son état, dans sa forme actuelle, peut bouger. D'ailleurs, Assimi Goïta, quand il a reçu Bassirou Diomaye Faye, en a discuté avec lui d'une éventuelle réforme, parce que peut-être qu'Ibrahim Traoré, il y a quelques semaines, face à Alain Foka, était virulent parce qu'on était encore tout proche de la décision de quitter la CEDEAO. Mais je crois que progressivement, les uns et les autres vont peut-être mettre de l'eau dans leur vin parce qu'ils savent que quoi qu'il en soit, quelles que soient les accusations d'ingérence, quels que soient les liens qu'on peut soupçonner et avérer entre je sais pas, Alassane Ouattara ou Patrice Talon et des forces ou la main étrangère occidentale. Les pouvoirs publics français, disons-le. Oui, quelle que soit cette emprise, aujourd'hui, on est dans des États où on a besoin d'une coopération, on a besoin d'échanges, on a besoin de coopération. Donc, on ne peut pas décider juste de se mettre à l'écart et de ne pas envisager un futur avec les voisins. Se mettre à l'écart sans avoir les moyens d'être à l'écart, parce qu'en fait, la CEDEAO, c'est d'abord une organisation économique. Oui, et donc, il y a un dirigeant soviétique qui disait à propos du pape Jean-Paul II combien de divisions. Oui. Mais on peut demander, on peut dire l'AES, combien de PIB. C'est purement le PIB de l'AES par rapport à celui de la CEDEAO. Personne ne remet en question la nécessité de tous ces pays de s'affranchir de tout impérialisme occidental. Mais il y a une question aussi de réalisme économique et diplomatique entre les États où il faut coopérer. Maintenant, est-ce qu'on se pose la question d'une réforme de la CEDEAO? Est-ce qu'on se demande s'il y a des changements politiques en Côte d'Ivoire, au Bénin par exemple, il va y avoir peut-être des dynamiques politiques anti-impérialistes panafricaines. Donc Geneviève, c'est à repenser. Il y a déjà une dynamique. Non, mais pas partout, pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a déjà une dynamique. Il y aura des changements en Côte d'Ivoire. Si je peux me permettre. Peut-être. On va d'abord donner la parole à Geneviève. Il y a déjà une dynamique initiée au Sénégal et il y a de toute façon, là, j'ai écouté également le président du Cap-Vert là, qui parlait de la CEDEAO, qui disait qu'il fallait qu'elle se réforme profondément et que il fallait qu'elle soit d'une dimension, enfin que sa dimension soit essentiellement économique avant tout. Donc si la CEDEAO arrive à se réformer dans ce sens, à être peut-être moins prégnante en termes de sanctions envers ceux qui à un moment connaissent des difficultés moins dures envers peut-être les peuples, soit davantage une alliance des peuples qu'une alliance de dirigeants et de chefs d'État, entre guillemets, ce fameux syndicat dont on parle régulièrement. À ce moment-là, moi, je crois que effectivement, ces trois pays peuvent revenir dans la CEDEAO et que ça serait d'ailleurs leur intérêt d'y revenir. Après, l'AES peut aussi exister. L'AES, non, mais la CEDEAO doit se réformer. De toute façon, elle va se réformer. Elle a pas, je pense qu'elle n'a pas le choix. Mais après, une sous-structure peut très bien exister aussi au sein de la CEDEAO. Il y a déjà eu le Conseil de l'Entente. Il y avait les pays qui partagent le fleuve Sénégal. Il y a un ensemble de petites organisations. On dit, et vous avez dit, que c'était une dimension politique. Oui, ce départ, c'était une lutte de souveraineté, en fait, ce départ de la CEDEAO. Je pense qu'au-delà de ça, la création de l'AES, c'est aussi la volonté de s'abstraire des règles de la CEDEAO. À partir du moment où ces dirigeants, ces militaires au pouvoir veulent rester au-delà des périodes de transition qu'ils avaient eux-mêmes négociées avec la CEDEAO, et c'est très clair qu'ils veulent rester ad vitam aeternam, enfin en tout cas pour 5 ans. Donc bon, 5 ans et peut-être toujours, dit Ibrahim Traoré, toujours au micro d'Alain Foka. Donc à partir du moment où ils souhaitent s'abstraire des règles de la CEDEAO, ils créent l'AES. C'est aussi une volonté de leur part de ne pas accepter ces règles du jeu et les accords qu'ils ont conclus avec l'organisation régionale. Sur ce tour de table, je vais te donner la parole en dernier à Wilfried, parce qu'il a déjà parlé, mais comme son point de vue est plus ou moins minoritaire sur le plateau... Non, mais c'est pas minoritaire, mais
en tout cas, beaucoup de choses ont La été radicalité de son point de vue, en tout cas. Non, pas du tout. Beaucoup de choses ont été dites et justement, il y aurait beaucoup à redire sur ce qui a été dit. On ne va pas faire comme si à l'intérieur de la CEDEAO, les dirigeants étaient des exemples de démocratie. Ouattara, il est à son 3e mandat. Et on se souvient du changement de 2020 après la mort de Gon Coulibaly. On a eu une contestation massive de l'opposition avec près d'une centaine de morts et tous les dégâts qu'on a eus. On n'a pas non plus une exemplarité démocratique du côté de Patrice Talon, du côté de du côté de Faure Gnassingbé, etc. Donc je ne dirais pas que c'est la volonté de se pérenniser au pouvoir qui a fondé l'AES, je dirais. C'est la décision... C'est l'évidence du fait que sous couvert de la CEDEAO, on a des forces, peut-être des forces africaines, mais aussi également des forces extérieures qui, pour remettre aux affaires Mohamed Bazoum, étaient prêts à organiser une intervention de la CEDEAO au Niger, avec tous les dégâts que ça aurait impliqué avec des morts du côté de la population. Et donc, pour les États de l'AES, il s'agit de créer une structure non pas d'exclusion, mais une structure dans laquelle ils inviteraient les Africains en disant, contrairement à la CEDEAO, voilà quelque chose que nous avons créé sur la base de notre ras-le-bol du diktat extérieur et on ne veut pas rester là, rien que notre on veut que vous veniez avec nous dans cette organisation pour une réelle souveraineté africaine. Que chacun aille dans l'organisation de l'autre alors. En fait, là, c'est exactement ce qui se passe. Non mais je voudrais qu'on passe. Je suis d'accord, la preuve que ton avis n'est pas